Salut les gars, ça bouge? En 2054, sur la planète Niflheim, Mickey se réveille couvert de givre au fond d'une crevasse profonde. À ce moment-là, il aperçoit un vaisseau et appelle son ami Timo, qui est surpris de voir Mickey vivant. Cependant, lorsque Timo sort, il se contente de saisir le lance-flamme de Mickey et déclare que ça ne vaut pas la peine de le sauver aussi, puisqu'il va mourir de toute façon. Ce Mickey est un clone, le 17e pour être exact. Chaque fois qu'il meurt, l'entreprise pour laquelle il travaille imprime simplement un autre corps. Ses souvenirs sont transférés dans un ordinateur chaque semaine et injectés dans le nouveau corps lorsqu'il est imprimé. De cette manière, il n'a pas de trou de mémoire. C'est devenu une routine tellement normale dans le département scientifique qu'ils prêtent à peine attention à Mickey pendant le processus. Lors de l'impression de Mickey 17, un tuyau est tombé de l'imprimante et a perturbé le processus avant qu'un scientifique ne le rebranche. Le clonage est interdit sur Terre et n'est autorisé dans l'espace que sur des personnes appelées les jetables. Mickey est un jetable, ce qui signifie qu'il est envoyé accomplir des tâches dangereuses sans se soucier du risque, car on peut simplement en créer un autre. Un jour, il l'envoie à l'extérieur du vaisseau pour effectuer des réparations. Mais Mickey se rend rapidement compte qu'il mente. La machine fonctionnait très bien. En réalité, il voulait qu'il soit exposé aux radiations et qu'il partage tout ce qu'il ressentait en mourant lentement. Soudain, un outil tombe et lui coupe la main, ce que les scientifiques ont trouvé impressionnant. Le Mickey suivant qu'ils ont imprimé n'a eu que 15 minutes à vivre. Les scientifiques se sont donc concentrés sur la collecte d'échantillons, que la docteure Dorothy a qualifié de spéciaux. Cela a commencé il y a 4 ans. Sur Terre, Mickey était le meilleur ami de Timo, qui l'avait convaincu de contracter un prêt auprès de gens douteux pour ouvrir une boutique de macarons. L'affaire n'a pas bien marché, et bientôt des hommes dangereux se sont mis à les poursuivre pour exiger le remboursement. Timo et Mickey ont essayé de fuir, mais les hommes ont lancé des grenades spéciales qui les ont électrocutés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont rencontré le chef mafieux Darius, qui aimait découper le corps de ses victimes avec une tronçonneuse. Les deux amis ont compris que s'ils ne trouvèrent pas l'argent, ils finiraient eux aussi morts. C'est ainsi qu'ils ont décidé de quitter la Terre. Mickey a postulé à l'expédition de la colonie. Cependant, des millions de personnes avaient également postulé. L'expédition était dirigée par l'ancien député Kenneth, qui avait perdu ses 2 dernières élections. Il avait de nombreux partisans fanatiques prêts à tout pour lui, ce qui lui a valu un gros parrainage d'une certaine corporation religieuse. Timo a facilement obtenu une place dans l'expédition, car il avait d'une manière ou d'une autre un permis d'apprenti pilote. Mickey, lui, n'avait aucune qualification. Alors il a choisi jetable sur le formulaire sans lire ce que cela impliquait. Un représentant de l'entreprise a fait visiter les lieux à Mickey tout en lui parlant des jetables. L'imprimante utilisait tous les déchets organiques du vaisseau, comme les restes de nourriture, les excréments humains et même les cadavres pour imprimer les nouveaux clones. Cependant, Mickey était incroyablement distrait par son parfum envoûtant, si bien qu'il n'a presque rien écouté de ce qu'elle disait. La dame a enlevé le bouton sur son front pour qu'il ne soit pas présent sur chaque copie, puis elle a envoyé Mickey dans la machine pour le premier scan. Ensuite, elle a effectué une sauvegarde de ses souvenirs, qui ont été stockés dans une brique. Il a été injecté avec une solution spéciale qui stimulait ses anciens souvenirs, ce qui a provoqué chez Mickey le souvenir de la mort de sa mère. Pendant un trajet en voiture, le petit Mickey avait appuyé sur un bouton rouge et le véhicule s'était écrasé. Revivre ce souvenir lui a causé une crise. La dame lui a apporté une arme et lui a demandé de s'auto-éliminer comme preuve de sa foi dans le système. Parce qu'il devait s'habituer à mourir, Mickey n'a pas osé le faire, alors elle a appuyé sur la détente. Mais rien ne s'est passé. Ensuite, le vaisseau a décollé, et Mickey a dû s'habituer à sa nouvelle vie parmi l'équipage. La nourriture était horrible et tout était strictement rationné. S'ils tentèrent d'en prendre plus, une alarme les faisait lâcher ce qu'ils avaient repris. Lors de la première pause déjeuner de l'équipage, Kenneth est apparu avec son épouse Yelfa et une assistante envoyée par l'église. Il était évident que Kenneth n'était pas très intelligent et qu'il était manipulé par Yelfa et l'église à leur propre fin. La plupart des membres de l'équipage étaient de grands fans et très excités de le voir. Mais quelques personnes restèrent calmes. C'est alors que Mickey aperçut l'agent de sécurité Nasha et en tomba instantanément amoureux. Nasha l'invita à sa table et Mickey s'y joignit. Elle partagea sa nourriture avec lui et ils se lièrent immédiatement. En même temps, Kenneth prononça un grand discours sur leur mission. Arriver sur une autre planète pour y fonder leur propre société. Étant donné que les rations seraient limitées jusqu'à ce qu'une colonie puisse être établie, Kenneth ne voulait pas qu'ils gaspillent des calories inutilement. Alors il interdit toute relation charnelle. Cette décision fut mal accueillie. Alors il rassura tout le monde en expliquant que, une fois la planète atteinte, une campagne d'encouragement aux relations intimes serait lancée. Ses partisans le voyèrent comme un héros. Mais Nasha et Mickey ne se soucièrent pas de cette règle et commencèrent à se fréquenter en secret. Pendant leur temps libre, ils planifièrent leur position et leur attribuèrent des numéros pour les rejouer plus tard. Les membres de l'équipage demandaient toujours à Mickey ce que cela faisait de mourir, ce qui le mettait mal à l'aise. Un jour, Nasha menaça de leur tirer dessus pour qu'ils puissent le découvrir par eux-mêmes. Cela provoqua une bagarre dans la cafétéria et la sécurité les enferma tous pour la nuit dans une cage. Mickey vit aussi ses rations réduites de moitié. Lorsque des femmes comme Kai et Jennifer tentèrent de s'asseoir près de Mickey pour se lier d'amitié avec lui, Nasha intervenait rapidement pour leur rappeler qu'il était déjà pris. Finalement, le vaisseau atteignit Niflheim et les scientifiques envoyèrent Mickey dehors sans casque pour recueillir tous les virus présents dans la zone.
Mickey tomba immédiatement malade et mourut, mais son expérience fut répétée plusieurs fois afin de tenter de trouver un vaccin. Une fois, Mickey était encore vivant à l'intérieur du sac mortuaire, et les scientifiques s'en rendirent compte, mais ils le jetèrent quand même dans le recycleur. Grâce à Mickey 1216, un vaccin fut trouvé et les humains purent visiter la planète sans masque. Mickey fut envoyé avec la première équipe d'exploration et ils entrèrent dans une grotte glaciale. Kai remarqua un trou dans le mur et découvrit des créatures ressemblant à des vers. L'un d'eux tenta de lui sauter dessus et, lorsqu'elle commença à courir, le petit alien agrippa sa jambe. Un membre de l'équipe ouvrit le feu et fit fuir toutes les créatures. Le groupe se mit alors à sortir de la grotte, mais Jennifer se figea lorsqu'elle entendit une créature au-dessus d'elle. Elle ouvrit le feu et brisa la glace, qui s'effondra et l'écrasa à mort. Plus tard, de retour au vaisseau, Kenneth cria sur Mickey pour ne pas être mort à la place de Jennifer, puisque c'était son rôle. Il visionna également les images des créatures et les baptisa les rampants. Les rations de Mickey furent de nouveau divisées par 2 et son service doublé. Ils l'envoyèrent chercher des échantillons de rampants et Timo passait en vaisseau pour lui larguer de la nourriture. Un après-midi, Mickey marcha sur une plaque de glace fine qui céda et le fit tomber dans une crevasse. Après le départ de Timo, un immense rampant trouva Mickey et commença à le traîner. Tous les petits rampants l'entourèrent bientôt et lui mordillèrent les doigts de manière ludique. La mère rampant le sortit de la crevasse et émit des sons que Mickey imita. Il observe les créatures et conclut que les clones habillés étaient si dégoûtants que même les aliens ne voulèrent pas les manger. Puis Mickey vit passer un camion de la compagnie. Il essaya d'appeler à l'aide, mais il ne l'entendira pas. Alors Mickey courut jusqu'à réussir à grimper sur le toit du véhicule. De retour au vaisseau, Mickey alla dans sa chambre et se coucha sur son lit pour découvrir que Mickey 18 avait déjà été imprimé et était là aussi. Le 17 paniqua, car les doubles étaient illégaux, et le 18 lui lança un poids pour l'assommer. Le problème des doubles avait commencé sur Terre lorsque la méthode de clonage fut découverte. Le comité d'éthique craignait les abus liés au clonage, surtout qu'un membre de l'équipe scientifique, nommé Alan, était soupçonné d'être un sociopathe. Un témoin l'avait identifié comme étant responsable de toutes les morts de sans-abri en ville, mais Alan avait un alibi parfait. Finalement, la police obtint l'autorisation de perquisitionner la maison d'Alan et découvrit qu'il s'était secrètement cloné pour commettre les crimes tout en ayant un alibi en même temps. Pendant que ces 2 Alan étaient interrogés, un 3e Alan continuait à tuer des sans-abri dans les rues. Ce 3e Alan fut également capturé, et un grand débat eut lieu sur la manière d'appliquer la loi à cette situation unique. L'Église se prononça contre les doubles, affirmant qu'une seule âme ne devait posséder qu'un seul corps. Cependant, l'équipe scientifique estimait qu'il serait dommage de ne pas trouver des applications à cette technologie. Kenneth rejoignit le débat en expliquant qu'il considérait les corps imprimés comme un péché, mais qu'ils pouvaient être utilisés pour le bien commun. C'est ainsi qu'il introduisit le programme jetable, proposant une loi qui limiterait à un seul jetable par planète, avec la promesse d'éliminer tous les clones en cas de double présent. 17 se réveille et découvre que 18 est en train de le déplacer dans un chariot. Il se rappelle que Nasha lui avait dit que chaque Mickey était légèrement différent, et que le 18 semble plus violent. Lorsqu'ils atteignent la salle du recycleur, 17 tente d'attaquer 18 par derrière, mais ce dernier le voit et commence à le frapper. 17 est poussé contre l'ouverture du recycleur et propose qu'ils se partagent les tours et se relaient pour mourir. 18 réalise que 17 a peur de mourir et ne comprend pas pourquoi, puisqu'il est déjà mort plusieurs fois. Bien que 17 prononce un discours émouvant sur leurs différences, 18 tente quand même de le pousser. Le moment est interrompu lorsqu'ils entendent quelqu'un approcher et les 2 Mickey courent à se cacher. C'est Timo, qui vend secrètement un produit chimique récréatif appelé Oxiofull à d'autres membres de l'équipage. Après le départ de l'acheteur, 18 sort et commence à frapper Timo pour avoir gâché sa vie avec l'idée de cette entreprise. Il pousse Timo dans le recycleur, mais avant de pouvoir le tuer, 17 se jette sur lui. Puis, 17 tente de sauver son ami, mais 18 le repousse. Après quelques échanges de coups, 18 saisit une tige métallique chauffée et se prépare à tuer. Le moment est de nouveau interrompu lorsque Nasha et le chef de la sécurité, Zik, entrent dans la salle. 18 dit à Timo de jouer le jeu s'il ne veut pas qu'il révèle à tout le monde l'affaire de l'Oxiofull. Alors les deux prétendent que Timo est tombé accidentellement et que 18 l'a sauvé. 17 observe tout cela depuis l'ombre et ressent une immense jalousie en voyant Nasha partir avec 18 en flirtant avec lui. Il essaie de les suivre, mais il est bloqué par un représentant de l'église qui lui demande de prendre une photo avec la mascotte de la compagnie. Il lui annonce aussi que Mickey a gagné un dîner privé avec Kenneth et Yelafa. Dès qu'il est assis, Mickey ne peut s'empêcher de manger toute la nourriture fantastique. Après que Kenneth lui ait présenté ses excuses pour sa réaction à la mort de Jennifer, Kai rejoint également le dîner. Le couple s'excuse auprès d'elle pour la mort de Jennifer et lui parle de leurs plans pour l'avenir. Ils veulent que la colonie soit composée uniquement de sang pur, et comme Kai correspond à ce profil, ils souhaitent qu'elle fasse des enfants. D'autres colonies utilisent des puces dans les embryons inséminés, mais eux n'approuvent pas cette méthode. Soudain, Mickey vomit sur le sol, et l'équipe scientifique se précipite immédiatement dans la salle. Il remarque une éruption apparaissant sur son cou et conclut que l'hormone de croissance expérimentale contenue dans la viande en est la cause. L'équipe scientifique a développé un médicament spécial et injecte Mickey, mais il titube simplement avant de s'effondrer, submergé par une douleur insupportable. Kenneth pense qu'il serait plus humain de le tuer, et Yelafa déplace son tapis pour éviter les taches de sang. Kai trouve fou que Mickey soit traité ainsi, mais Kenneth lui rappelle que Mickey n'est qu'un simple cobaye.
Mickey supplie qu'on ne lui tire pas dessus car il commence à se sentir mieux et Kyle l'emmène. Dans la chambre de Kyle, Mickey remarque des photos révélant que Kyle et Jennifer étaient en couple. Kyle demande à Mickey ce que ça fait de mourir, car elle veut comprendre ce qu'a vécu Jennifer. Mickey admet que c'est effrayant et qu'il déteste ça. Puis Kyle tente de se rapprocher de lui, mais Mickey panique et s'enfuit. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, Nasha le reconnaît immédiatement comme étant le 17, ce qui implique que le 18 l'a déjà prévenu. Elle utilise son rouge à lèvres pour dessiner les numéros sur la poitrine du clone en ricanant comme une folle. 18 est également plus amical, et 17 remarque une bouteille vide qui confirme qu'ils ont pris de l'oxyofull. Une dispute éclate entre les clones, mais Nasha les arrête en disant qu'ils peuvent partager les corvées et la nourriture. Ensuite, Nasha emmène les clones au lit pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Alors que le trio commence à s'amuser, Kyle entre dans la pièce et voit toute la scène. Sans dire un mot, elle ressort immédiatement, et Nasha court après elle. Les clones regardent la télévision, qui montre simplement Kenneth parlant à ses scientifiques dans une émission ridicule. 18 lance sa boisson contre l'écran, de plus en plus en colère alors que 17 lui raconte ce qui s'est passé pendant le dîner. Il attrape l'arme de Nasha et quitte la pièce, prêt à tuer Kenneth. Pendant ce temps, Nasha rejoint Kyle, qui veut signaler la présence des doubles, car ils sont illégaux. Kyle explique qu'elle peut garder le silence si Nasha accepte de lui donner un Mickey, mais Nasha s'emporte, disant que Mickey n'est pas un jouet à partager. Leur dispute est interrompue quand 18 passe en courant et que 17 le poursuit, avertissant les deux femmes que 18 est armé. À la cafétéria, une machine laser découpe un énorme rocher pour révéler le diamant noir à l'intérieur. 18 se cache dans la foule et se prépare à tirer, mais un fan de Kenneth le plaque au sol. Au même moment, un rampant sort du rocher, semant la panique. Les gens s'enfuient, pendant que Kenneth monte sur une table pour donner des ordres sur la stérilisation et la capture de la créature vivante. Les scientifiques enfilent des combinaisons hazmat et poursuivent le rampant, sans succès. Kenneth aperçoit alors 17 entrer dans la salle et lui ordonne de se joindre à la chasse. Lorsque le rampant s'arrête de courir, 17 tente de reproduire les sons qu'il avait entendus l'autre jour, ce que Dorothy remarque. Entre-temps, 18 récupère l'arme et ouvre le feu, mais est plaqué par 17 et Nasha. La balle érafle la joue de Kenneth et perce un trou dans le diamant. Alors que Kenneth tente de se plaindre à propos des clones multiples, un second rampant surgit et s'agrippe à son visage. Kyle et les autres gardes ouvrent le feu et transforment la créature en une flaque de matière gluante. Pendant que les scientifiques capturent la première créature, les pleurs du bébé sont entendus par la grand-mère, restée dans la crevasse. Quelques minutes plus tard, Nasha et les clones sont enfermés dans des cages. Une dispute éclate au sujet des rampants, et 17 raconte ce qui s'est passé dans la crevasse, affirmant que les rampants étaient trop dégoûtés par lui. Cependant, Nasha le corrige en disant que les rampants l'ont en réalité sauvé et lui ont dit au revoir. Soudain, un sac frappe le garde endormi à la tête. Il s'agit de Timo, qui entre discrètement car le garde est son client. Timo montre à 17 une lettre qu'il a trouvée sur sa porte, révélant que les hommes de Darius les ont suivis dans l'espace. Darius est prêt à oublier la dette si Timo lui envoie une vidéo de Mickey découpée en morceaux à la tronçonneuse. Pendant que le garde installe la caméra, Timo pleure et demande à 17 de le sauver, car il va de toute façon mourir. Comme Kyle le traite de dramatique, Timo cesse de supplier et ordonne au garde d'électrocuter 17. 17 dit à Timo qu'il devrait le prendre lui, car il a une tolérance à la douleur plus élevée. Mais d'abord, il demande un peu d'oxyofull. Lorsque le garde s'approche pour lui en donner, 18 lui saisit le poignet et lui cogne la tête contre les barreaux. Au même moment, Nasha vole son arme et électrocute Timo. Ensuite, elle prend les clés du garde, s'échappe de la cellule et saisit la tronçonneuse, prête à tuer Timo. À ce moment-là, Zeke les découvre et tout le monde est de nouveau arrêté. Alors que le groupe est escorté à travers les couloirs, 17 réalise que Nasha l'a toujours protégé, comme la fois où elle avait demandé une combinaison hazmat pour pouvoir le réconforter lors d'une expérience extrêmement toxique. Quand le groupe atteint les fenêtres principales, il découvre que tous les rampants entourent désormais le vaisseau. Les scientifiques déplacent aussi le bébé rampant qui pleure, et lorsque Dorothy voit 17, elle imite les sons qu'il avait faits à la cafétéria, qu'il répète. Elle pense qu'il s'agit d'une vraie langue et envisage de développer un traducteur. Tout le monde est ensuite conduit dans la salle du recycleur, où Yelafa coupe la queue du bébé rampant juste pour en faire une nouvelle sauce. Kenneth utilise une tige de métal brûlante pour marquer la joue de 18 afin de différencier les clones. Puis il ordonne à un scientifique d'effacer toute la sauvegarde mémoire contenue dans la brique. Comme il se plaint des rampants, Nasha déclare que ce sont les habitants natifs et que ce sont les humains les véritables envahisseurs, tout en révélant que ces créatures ont sauvé Mickey. Cependant, Kenneth se contente de rire en expliquant que les rampants ne l'ont pas mangé parce qu'il a un goût de nourriture avarié. Dorothy prend aussi la parole et annonce que son équipe travaille sur un traducteur. Le bébé sur la table crache sur Kenneth, qui réagit en lançant la tige chauffée, sans réussir à l'atteindre. Kenneth commence à crier que rien n'a de sens, et Nasha lui répond en l'insultant. Furieux, Kenneth suspend le bébé au-dessus du trou du recycleur et jette l'autre bout de la corde à Nasha, qui doit le rattraper avec ses dents pour sauver la créature. Zeke ordonne à l'un de ses hommes d'enregistrer toute la scène grâce à la caméra cachée dans ses lunettes. Kenneth veut gazer tous les rampants, mais Yelafa a une meilleure idée. Des explosifs sont placés sur le dos des clones, et Kenneth reçoit 2 boutons pour les activer. Yelafa veut qu'il coupe le plus de queues de rampants possible, et le premier Mickey qui en rapporte 100 gagne. Le gagnant survit, le perdant meurt en rentrant. 17 déclare que c'est une punition pour l'accident de voiture. Cependant,
18 affirme que la voiture avait un défaut et que l'appui sur le bouton était une coïncidence, donc ils ne devraient pas se blâmer pour la mort de leur mère. Dorothy rattrape les garçons à la sortie et leur donne un prototype de traducteur. Le duo cherche la mère rampant parmi la foule et la retrouve, celle qui comprend Mickey. Elle connaît désormais son nom et lui rappelle qu'elle l'a sauvé, mais que les humains ont répondu en tuant son bébé. Elle promet que si le rampant capturé meurt aussi, elle tuera tous les humains pour le prouver. Elle se met à hurler et les bébés l'imitent. Les clones se bouchent les oreilles, mais la mère alien explique qu'ils peuvent faire exploser les yeux et le cerveau des humains dans le vaisseau. Kenneth et Yelafa paniquent en voyant les clones communiquer avec les rampants. Soudain, 17 courent vers les caméras et forment le symbole C3 avec ses doigts, que Nasha reconnaît comme leur position appelée « Ramène le bébé ». Yelafa et le représentant de l'église pensent que c'est absurde et que le leader, Kenneth, devrait être celui qui communique avec la nouvelle espèce. Alors que Kenneth se prépare pour une grande entrée, 17 promet à la mère que Nasha apportera le bébé. Mais la mère rampant juge cela insuffisant. Puisqu'un bébé a été tué, un humain doit aussi mourir pour être quitte. 3 véhicules menés par Kenneth quittent le vaisseau. Pendant ce temps, Nasha fait un grand saut pour capturer Yelafa avec ses jambes. Zeke saisit la corde, et Nasha accepte de libérer Yelafa si elle peut emmener le bébé à sa mère. Au moment où Zeke s'apprête à lui rendre la corde, Yelafa lui tranche le poignet, le faisant lâcher prise. Mais Nasha attrape la corde juste à temps. Yelafa veut qu'on l'arrête. Cependant, Zeke annonce que Yelafa et Kenneth ont été abusifs et que leur cas sera présenté au comité. En voyant les véhicules arriver, les bébés courent couvrir leur mère et forment des tas tout autour. Les gardes ne savent plus qui viser. Kenneth en choisit un au hasard. Mais à ce moment-là, 18 apparaît devant eux. Alors le représentant de l'église pousse un soldat à tirer une roquette en l'air pour ne pas faire exploser la bombe du clone, qui les tuerait tous. Kenneth ouvre le feu, mais ne touche que la caméra, donnant à 18 l'occasion de lui sauter dessus. Pendant que Nasha arrive avec le bébé, 18 annonce qu'il tuera l'humain que la mère avait demandé. Il hésite une seconde, et Kenneth tente de le manipuler avec la peur de la mort. Mais 18 appuie tout de même sur le bouton. La bombe le tue ainsi que Kenneth, et les rampants repartent en paix. Quand tout est terminé, l'ensemble de l'équipage est emprisonné. Yelafa perd la raison et est envoyée en hôpital psychiatrique, où elle s'auto-élimine. Timo croise Darius Mann, lui mord l'oreille et le jette dans le recycleur. Mais Darius est relâché sous probation pour légitime défense. Les procès du reste de l'équipage deviennent un cauchemar légal et politique. Après sa sortie de prison, Nasha se présente pour un poste au comité, espérant réformer l'organisation. Dorothy termine le traducteur et Mickey discute souvent avec les rampants. Il découvre que les cris ne sont qu'un bruit aléatoire sans danger pour les humains. La mère avait simplement bluffé. 6 mois plus tard, Mickey remarque quelqu'un près du recycleur et découvre que Yelafa imprime un nouveau Kenneth. Mickey lui fait remarquer qu'elle est censée être morte, alors Yelafa lui tend sa main ensanglantée à toucher. Contrairement au souvenir de la mort de sa mère, Mickey n'a plus peur, puis il se réveille. Il est assis parmi la foule, écoutant Nasha donner un discours en tant que nouvelle chef du comité. Lorsqu'elle annonce la fin du programme jetable, Mickey appuie sur un bouton et détruit le recycleur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.